Je m'appelle Corémis Narbanis, je suis professeure de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je m'occupe de patients qui ont des maladies rénales, c'est-à-dire des reins qui souffrent d'une maladie et qui perdent progressivement malheureusement leur fonction rénale, ou en tout cas on essaye à la fois de comprendre pourquoi et puis d'éviter que les reins ne marchent plus. Et lorsque ça arrive, on accompagne les patients dans le choix des différents traitements qui sont possibles pour remplacer la fonction des reins. Ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, c'est l'idée que les reins ne marchent pas suffisamment. En réalité, ça veut dire qu'il y a une diminution de leur fonction. Le fait est que les reins ont beaucoup de fonctions différentes. La principale fonction, c'est d'éliminer chaque jour un certain nombre de déchets métaboliques. En fait, tout ce qui est à éliminer de notre corps après que les cellules aient utilisé le sodium, le potassium, le glucose, les protéines, tout ce qui ne va plus être utilisé par notre métabolisme, ainsi que l'eau. Mais en dehors de cette fonction première, qui est une fonction d'élimination, il y a plein d'autres rôles que jouent nos reins dans l'organisme, notamment un rôle très important qui est celui de participer à la fabrication des globules rouges, à la maturation des globules rouges, par la sécrétion de l'érythropoïétine. Un autre rôle qui est très important pour nos reins, c'est celui de participer à la bonne santé du squelette en jouant sur la fabrication d'une bonne qualité de vitamine D, qui est donc hydroxylée, cette vitamine D est modifiée par le rein pour être rendue active. Et donc une des pathologies, une des complications qu'on peut observer quand les reins dysfonctionnent, ne marchent plus, chez les patients dialysés, c'est également des difficultés au niveau du squelette et de la minéralisation du squelette d'une certaine façon. Donc bien entendu, lorsque tout ceci dysfonctionne, on va petit à petit avoir des symptômes qui arrivent assez tardivement malgré tout et qui vont donner le signal de la nécessité de remplacer la fonction des reins. Alors l'insuffisance rénale peut se déclarer un peu à tous les âges. Tout dépend de la cause de la maladie rénale. Si on a une maladie génétique qui commence dans l'enfance, bien sûr, la maladie rénale peut se manifester chez des enfants. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les principales raisons d'avoir une maladie rénale étant liées plutôt au diabète et à l'hypertension, on voit plutôt des insuffisances rénales chez des gens qui ont, on va dire, un certain âge, peut-être à partir de la 5e, 6e décennie, parfois un peu plus tôt, puisqu'il faut plusieurs années, plusieurs décennies même, souvent, de diabète ou d'hypertension pour qu'il y ait un impact sur la fonction des reins. Très souvent, le diagnostic de la maladie rénale se fait sur des dosages biologiques, sur une prise de sang, tout simplement, faite au laboratoire. Et dans cette prise de sang, on va principalement doser la créatinine. Et la créatinine, c'est une petite protéine qui est issue en fait des muscles, mais qui est éliminée par les reins en parallèle du degré de fonctionnement rénal. C'est en fait un indicateur de la fonction des reins. C'est un examen qu'on fait depuis des années, qui est peu coûteux, qui est très facile à réaliser et qu'on surveille régulièrement quand on veut surveiller la fonction rénale. Maintenant, évidemment, ce n'est pas le seul outil. On a aussi besoin de regarder ce qui se passe dans les urines. Et dans les urines, on va essentiellement regarder s'il y a des protéines qui normalement sont absentes des urines. Et on va aussi regarder s'il y a des cellules comme des globules rouges et des globules blancs qui normalement ne devraient pas être présents non plus. Les maladies rénales ont parfois, souvent, peu de symptômes. Et il est vrai qu'on les dépiste souvent assez tardivement. Et c'est bien le problème. C'est bien pour ça qu'il est aussi important d'informer les personnes qui sont à risque de la possibilité qu'elles aient une maladie rénale et du fait qu'on puisse les dépister précocement. Puisque nous, lorsqu'on va savoir qu'une personne est à risque ou savoir qu'une personne a une maladie rénale débutante, ou même déjà bien installée, on va essayer, bien entendu, de faire des choses pour que la fonction des reins soit préservée le plus longtemps possible. On peut aussi parfois guérir la maladie rénale, mais pas toujours malheureusement. Donc si on ne peut pas revenir en arrière, on peut en tout cas, dans la plupart des cas, faire en sorte que la fonction des reins soit préservée le mieux possible, le plus longtemps possible. Bien sûr, les sujets les plus âgés sont peut-être les plus souvent touchés par les maladies rénales. D'abord parce que les principales maladies rénales, on l'a dit, sont des maladies qui mettent beaucoup de temps à avoir un impact sur la fonction des reins. Et donc, bien entendu, qu'on a plus de risques d'avoir une maladie rénale liée à l'hypertension quand on a été hypertendu pendant 20, 30 ou 40 ans dans sa vie. L'autre raison, c'est qu'on perd un petit peu de fonction rénale au cours du temps, à partir de 40 ans. Sans doute que la performance
des fonctions du rein a tendance à diminuer un petit peu avec l'âge. Et une des raisons d'avoir une insuffisance rénale peut être aussi la toxicité de certains médicaments ou les conséquences de certaines maladies. Comme on a plus de maladies quand on vieillit, finalement, ce sont les gens les plus avancés en âge qui ont probablement le plus de risques d'avoir des maladies rénales. On a dit que les maladies rénales, finalement, avaient souvent assez peu de symptômes pendant toute une première partie. Il est évident que quand les reins fonctionnent à 15 ou 20% de la normale, eh bien là, on va commencer à pouvoir avoir des symptômes, mais ces symptômes vont plutôt indiquer que le moment est venu de remplacer la fonction des reins. Donc ça, ce ne sont pas des symptômes qui vont faire parler de la maladie, mais ce sont des symptômes qui vont indiquer que la fonction des reins est déjà très petite et peut-être insuffisante et qu'on va avoir à la remplacer. Dans ce cas-là, les symptômes sont plutôt liés au fait qu'on garde de l'eau et du sel dans son corps, donc peut-être des œdèmes des membres inférieurs. Mais en parlant des œdèmes, il faut aussi savoir que les œdèmes, c'est très fréquent pour des tas d'autres raisons. Donc ça peut être banal l'été, par exemple, d'avoir des jambes qui gonflent un petit peu. Quand on a une insuffisance rénale, on a vraiment des œdèmes souvent très importants. Et puis une des caractéristiques, c'est que quand on plante son doigt dans la cheville, qu'on enfonce un petit peu son doigt, on garde la marque en fait. On va avoir la marque des chaussettes. Et ça, c'est assez typique des œdèmes de l'insuffisance rénale. Et puis bien sûr, on peut avoir aussi de l'eau qui va se loger dans les poumons et avoir du mal à respirer. On peut avoir une hypertension très sévère qui devient difficile à contrôler par les médicaments. Et puis quand le taux d'urée dans le sang est très élevé, quand les reins ne marchent vraiment plus bien, on peut avoir une grande frilosité, des nausées, une somnolence. Et vous voyez que tous ces symptômes ne sont pas vraiment spécifiques. On peut les observer dans d'autres maladies. Donc en réalité, c'est un faisceau d'arguments, c'est un faisceau de symptômes qui va indiquer que ce sont les reins vraiment qui dysfonctionnent. La raison la plus fréquente d'avoir des hématomes au moindre coût, c'est sans doute quand on est traité par anticoagulants ou aspirine ou antiagrégants. Ces médicaments fragilisent les globules rouges ou du moins favorisent les hématomes. Quand on a pris des corticoïdes aussi pendant de nombreuses années dans sa vie, par exemple, dans plein de maladies où on peut avoir à prendre ces traitements de façon prolongée, ça fragilise souvent un petit peu les vaisseaux et donc on a des hématomes plus facilement. Dans les maladies rénales, c'est vraiment quand les reins dysfonctionnent ou quand on est dialysé qu'on va avoir un taux d'urée très élevé. Alors là, les plaquettes dans le sang peuvent être un petit peu souffrir de cette situation et sans doute favoriser également la survenue des symptômes. Mais ce n'est pas du tout la seule situation dans laquelle on peut observer ça. D'une façon générale, les symptômes de l'insuffisance rénale arrivent quand vraiment les reins ne marchent plus qu'à 15-10%. Donc, une insuffisance rénale modérée, ça dépend évidemment précisément ce qu'on veut dire, mais une insuffisance rénale débutante, ou lorsque les reins marchent encore à 50%, la plupart du temps, il y a très peu de symptômes, voire pas de symptômes du tout. Il est vrai qu'on peut être très essoufflé, très fatigué quand les reins ne marchent plus, et principalement parce qu'on a une anémie. Et ça, c'est vraiment lié au fait que les reins jouent un rôle important dans la fabrication des globules rouges. L'essoufflement, la plupart du temps, il est lié au fait que le corps retient de l'eau et du sel, et qu'on prend des kilos, on prend des œdèmes, éventuellement on met de l'eau dans les poumons, et ça peut être donner des symptômes vraiment d'essoufflement. Quand les reins ne marchent plus, la vessie peut marcher tout à fait normalement. A l'inverse, puisque en réalité les urines sont fabriquées dans les reins, circulent à travers des petits tuyaux qui sont les uretères, qui amènent les urines dans la vessie, et ensuite, de la vessie à l'extérieur du corps, il y a un petit canal qui s'appelle l'urètre, et qui nous permet d'uriner. Mais parfois, on peut avoir une maladie de la vessie qui fait que les urines ne vont pas pouvoir s'écouler normalement parce que la vessie elle-même est malade, de grande taille ou pas, ça dépend des maladies. Et à ce moment-là, ça peut être la cause de la souffrance des reins, la cause de l'insuffisance rénale. Et donc, c'est pas du tout obligatoire que la vessie soit augmentée de taille quand on a une insuffisance rénale, mais à l'inverse, si on a une maladie de la vessie, ça peut avoir un impact sur les reins. L'inconvénient d'avoir une créatinine au-dessus de la normale, c'est surtout parce que ça indique que les reins ne fonctionnent pas bien. La créatinine en elle-même est un marqueur, mais on ne s'intoxique pas avec la créatinine. C'est une protéine qui n'est pas dangereuse. On la dose dans le sang et elle augmente quand les reins dysfonctionnent, mais c'est pas ça en soi qui est embêtant. Ce qui est embêtant, c'est que de la même façon que les reins ne vont plus pouvoir éliminer la créatinine, les reins vont aussi avoir des difficultés à éliminer de l'urée, du potassium et des tas d'autres toxines qui, elles vont avoir un impact sur la santé. La créatinine urinaire, en revanche,
c'est un outil qui ne donne pas forcément un reflet de la fonction des reins. Ça donne surtout le reflet de la masse musculaire des gens. Donc en fait, on n'estime pas la fonction des reins sur le dosage de la créatinine dans les urines. Sauf, mais là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, si on garde les urines de 24 heures, à ce moment-là on peut doser la créatinine dans le sang et dans les urines et calculer ce qu'on appelle la formule de Cockcroft, qui est une formule qu'on a utilisée pendant des années pour estimer comment marchent les reins, pour estimer la fonction des reins, pour estimer ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. Mais aujourd'hui on a tendance à plutôt utiliser d'autres formules plus performantes pour estimer la fonction des reins à partir de la créatinine. Ce sont des formules qui ne nécessitent pas de doser la créatinine dans les urines et qui s'appellent la formule de MDRD, c'est un acronyme, ou la formule de CKD, qui sont celles qui sont recommandées par les sociétés savantes aujourd'hui et dans les recommandations professionnelles pour estimer la fonction des reins. Alors, quel est le lien entre les infections urinaires et l'insuffisance rénale ? Alors, il faut dire plusieurs choses. D'abord, les infections urinaires, c'est très banal. En particulier, beaucoup de femmes ont eu dans leur vie une ou plusieurs cystites. Une cystite, c'est une infection urinaire sans fièvre, qui donne souvent des brûlures. Parfois, les urines sont sanglantes, mais ce n'est pas en soi un critère de gravité. Et ça, c'est simplement lié au fait qu'il y a une bactérie dans les urines et ça se traite par antibiotiques. Quand ça arrive une fois, 2, 3, 4, de temps en temps, ou quelques fois dans sa vie, ce n'est pas un souci. Certaines personnes ont des infections urinaires de façon répétée, et des infections urinaires qui remontent jusque dans les reins, finalement, avec de la fièvre. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et ça, si ça se produit de façon répétée, à force d'avoir une infection dans les reins, on peut en effet altérer la fonction rénale. Est-ce qu'on peut guérir l'insuffisance rénale ? Ça, c'est le rêve de tous les néphrologues. On peut guérir l'insuffisance rénale quand il s'agit d'un événement aigu. Par exemple, si vous avez une infection très sévère à l'hôpital, vous pouvez avoir une tension très basse, vous avez des antibiotiques, vous allez avoir des traitements. Parfois, les reins vont souffrir. Ils vont souffrir de cet événement, de cette infection, et la fonction rénale va se dégrader brutalement. La plupart du temps, il s'agit d'une partie du rein qui est atteinte, qui est capable de se régénérer en quelque sorte. Les cellules tubulaires du rein, certaines cellules sont capables de souffrir, mais ensuite de se refabriquer. Et donc, on va perdre sa fonction rénale avec une créatinine qui va augmenter dans le sang, sur les prises de sang, mais on va voir qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, la fonction rénale va se réparer, et à ce moment-là, on va revenir à une fonction rénale qui peut même redevenir strictement normale. La plupart du temps, c'est plus embêtant parce que quand on perd sa fonction rénale, c'est une maladie chronique. Et donc, si on a un diabète, comme on ne peut pas guérir du diabète, on peut traiter le diabète, mais on ne peut souvent pas guérir du diabète, le faire disparaître. Eh bien, souvent, avec le temps, on va malheureusement ne pas pouvoir soustraire les reins à l'impact du diabète, et donc la fonction des reins va se dégrader progressivement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que la fonction des reins se dégrade le plus tard possible, mais guérir la maladie diabétique à l'intérieur des reins, pour l'instant, actuellement, on ne sait pas vraiment le faire. Vivre avec une insuffisance rénale quand on a besoin de dialyse, quand on est transplanté, quand on a une insuffisance rénale sévère, c'est très pénible. C'est très pénible parce qu'on est fatigué, on doit prendre beaucoup de médicaments, il y a énormément de contraintes diététiques, on ne peut pas boire et manger ce qu'on veut, du coup on ne peut pas profiter de la vie avec ses proches, sortir, aller au restaurant. Souvent les patients, ils s'excluent un petit peu de leurs activités sociales, familiales, parce qu'ils ne peuvent pas manger comme les autres. On peut parfois pas toujours maintenir son activité professionnelle. Et donc, en fait, c'est une pathologie qui nécessite aussi du temps pour le traitement. Quand on est traité par dialyse, on doit 3 fois par semaine avoir des séances de plusieurs heures dans un centre de dialyse, même chez soi. Mais dans tous les cas, ça prend du temps de se soigner et on est fatigué. Donc, oui, c'est difficile de vivre avec une insuffisance rénale. Ce que l'on sait faire depuis plusieurs dizaines d'années, c'est on a compris depuis longtemps qu'un certain nombre de facteurs avaient un impact très négatif sur l'évolution de la fonction rénale. Ces facteurs sont principalement l'hypertension artérielle. Donc si on a une maladie rénale, qu'elle soit ou non liée à l'hypertension artérielle, si en plus on a une hypertension, il faut absolument de toute façon la contrôler comme il faut. Et puis c'est un petit peu comme l'œuf et la poule, parce que dès que les reins sont malades, comme les reins participent aussi d'une façon très importante au contrôle de la tension, lorsque les reins sont malades, souvent on a une hypertension. Donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec les patients,
d'essayer de faire en sorte que la pression artérielle soit très bien contrôlée avec des chiffres à 12,7, 13,8, parce que ça, on sait que si on reste avec des chiffres de tension trop élevés, ça va abîmer beaucoup plus rapidement les reins. Il faut manger normalement des protéines. Alors évidemment, tout dépend quelle quantité de viande et de poisson et d'œufs on a l'habitude de manger, mais en tout cas, ça nécessite qu'on évalue avec une diététicienne, un diététicien, un nutritionniste, qu'on évalue avec le patient quelle quantité de protéines il mange pour pouvoir éventuellement diminuer un petit peu, ajuster. Parce que ce qu'on veut, c'est que les reins soient protégés de trop de protéines alimentaires qui fatigueraient en quelque sorte la fonction rénale, mais en même temps, il ne faut pas être dénutri. Donc il ne faut pas trop se priver de protéines. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en néphrologie avec des spécialistes de la diététique, parce qu'on a toujours besoin de travailler avec les patients pour optimiser, on va dire, la façon dont ils se nourrissent. Et puis bien sûr, dans les autres choses très importantes pour protéger la fonction des reins, il va falloir essayer de faire en sorte que le diabète et l'hypertension soient traités au mieux, si ce sont les maladies qui sont la cause de l'insuffisance rénale. Et si c'est une autre maladie qui est la cause de l'insuffisance rénale, bien entendu, il faudra s'en occuper aussi. Mais l'hypertension est un facteur qui va aggraver toutes les maladies rénales, par exemple. Du coup, sur le plan de la nutrition, c'est aussi très important de limiter les apports en sel, puisque le sel est vraiment un cofacteur très important du contrôle tensionnel. Quand on a une maladie chronique, il faut toujours avoir son médecin généraliste. C'est important parce que c'est souvent lui qui va le mieux connaître le patient, connaître toutes ses pathologies, coordonner les traitements. Donc c'est vraiment lui qui va être le centre de la prise en charge. Quand on a une maladie rénale qui est déjà un petit peu avancée, c'est évidemment très utile d'avoir l'avis d'un néphrologue. Et ensuite, c'est le néphrologue qui va déterminer combien de fois par an il doit voir le patient. Le reste du temps, le patient pourra évidemment être suivi par son médecin généraliste en collaboration avec le néphrologue. On ne peut pas toujours prévenir l'insuffisance rénale qui peut être liée à des maladies qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, si on n'a pas de maladie particulière, ce qui peut être intéressant pour protéger la fonction de ses reins et bien vieillir avec des reins qui fonctionnent bien, c'est éviter d'avoir de l'hypertension en mangeant moins de sel, éviter de prendre du poids, essayer d'avoir une activité physique, éviter le tabac, et puis avoir une alimentation équilibrée. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a certains médicaments qui sont assez faciles à consommer parce qu'on en a dans toutes les pharmacies à la maison, souvent. En particulier, par exemple, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont des produits qui sont donnés pour l'inflammation, pour la douleur, et qui peuvent être toxiques pour les reins si on en prend régulièrement. Donc il faut faire attention quand même à certains médicaments qu'on peut consommer sans savoir qu'ils peuvent avoir des risques pour la fonction rénale. En fait, dysurie, ça veut dire qu'on a des difficultés à uriner, qu'il faut pousser pour uriner. Ça concerne les deux sexes, mais plutôt les hommes. Souvent, par exemple, c'est un symptôme qu'on a assez souvent quand la prostate devient un peu plus grosse et qu'on a un adénome de prostate avec l'âge, par exemple. Ça fait partie de ce qu'on appelle les signes fonctionnels urinaires. Et ça, c'est plutôt le retentissement du fonctionnement de la vessie, de l'urètre, de la prostate chez l'homme. Donc, ce sont des symptômes, en réalité. Tout ce qui va faire obstacle, d'une manière générale, à l'évacuation des urines par la vessie et par l'urètre peut avoir un impact sur la fonction des reins. Alors, est-ce que l'insuffisance rénale est héréditaire? Elle est rarement héréditaire, parce que pour qu'elle soit héréditaire, il faut qu'il s'agisse d'une maladie génétique. Mais néanmoins, il y a des maladies génétiques qui touchent évidemment des familles, des enfants. La plus fréquente des maladies génétiques en France à l'heure actuelle, c'est la polykystose. C'est une maladie dans laquelle les reins vont grossir en développant des kystes. Les kystes en eux-mêmes ne sont pas du tout des cancers, simplement c'est des anomalies de construction, de développement des reins. Donc les reins vont devenir gros, pleins de kystes, et petit à petit, malheureusement, ils vont perdre de leur fonctionnalité. Donc on peut, avec le temps, avoir à la fois des reins qui vont devenir volumineux et qui peuvent être gênants, et puis on va aussi avoir une perte de la fonction des reins, une hypertension qui peut conduire à la nécessité de remplacer la fonction rénale par la dialyse ou par la greffe. On va dire qu'il n'y a pas de chiffre précis, puisque bien entendu, le nombre de fois dans la journée où on va aller uriner va dépendre de ce qu'on a bu. Si on ne boit pas, on va uriner moins que si on boit beaucoup. Si on a une petite vessie, on va uriner plus souvent que si on a une vessie un peu plus grande. En tout cas, on peut dire plusieurs choses. Habituellement, on va uriner 3, 4, 5 fois dans la journée, et puis pas du tout la nuit, 1 à 2 fois la nuit, ça dépend de l'âge des personnes. Ce qui est très important sans doute de dire, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller uriner, puisque les urines ne sont pas stériles
il peut y avoir des bactéries dans les urines. Et ce qui fait qu'on n'a pas d'infection des urines, c'est qu'on vide régulièrement sa vessie. Donc voilà, ce qui est très important, c'est certainement ça, c'est de ne pas se retenir d'aller uriner, d'essayer, et parfois c'est compliqué, par exemple pour des raisons professionnelles, d'essayer quand même de pouvoir aller uriner quand on en a besoin. En fait, c'est un sujet très culturel, puisque vous savez que dans chaque pays, on a des habitudes différentes, et on a du coup des toilettes qui fonctionnent différemment. En France, on a tendance à proposer de s'asseoir sur la cuvette des toilettes, ce qui n'est pas forcément la meilleure option pour vider sa vessie. Les toilettes qu'on dit à la turque, où on va être accroupi, peut-être favorisent la vidange vésicale. Mais on peut très bien vider sa vessie correctement en étant assis sur la cuvette des toilettes. Ce qui pose un problème, souvent, en France, c'est que comme on a peur de la propreté, surtout dans les lieux publics, parfois les enfants dans les écoles ou n'importe qui à son travail ou dans un lieu public, on n'a pas envie de s'asseoir. Et si on ne s'assoit pas sur la cuvette des toilettes, on va souvent mal vider sa vessie. Et donc ça, éventuellement, si on a des infections urinaires, si on est sujet à des infections urinaires, c'est pas qu'on va attraper une infection urinaire dans les toilettes, ça n'existe pas. Mais on va attraper une infection urinaire, on va développer une infection urinaire parce qu'on vide mal sa vessie, parce qu'on ne s'est pas bien assis sur les toilettes dans une position dans laquelle on peut vraiment uriner jusqu'à ce que la vessie soit vide. Pour les garçons, bien entendu, c'est différent. Uriner debout, c'est probablement assez pertinent pour vider la vessie. Que faire alors lorsqu'on prend des médicaments qui ont potentiellement une toxicité pour les reins? Que faire pour les protéger? Il y a bien sûr des situations dans lesquelles on n'a pas le choix. Dans le traitement de certains cancers, par exemple, on va proposer des chimiothérapies qui peuvent avoir une toxicité sur la fonction des reins. Et donc là, il y a des choses qui sont évidemment faites par les médecins. Les médecins donnent la dose appropriée, choisissent quelle est la dose qui est appropriée à la fonction rénale du patient. Pour beaucoup de médicaments, il faut adapter la dose du médicament à la manière dont les reins fonctionnent. Si les reins fonctionnent moins bien, s'il y a une insuffisance rénale, il faut parfois diminuer la dose du médicament, la dose quotidienne, ou espacer les prises. C'est pour ça que c'est très important que les médecins soient au courant de l'insuffisance rénale. Donc si un patient a une insuffisance rénale, il faut certainement qu'il en parle à l'ensemble de ses médecins, puisque toute personne qui va prescrire des médicaments peut avoir à adapter la dose à sa fonction rénale. Après, même si on adapte bien la dose du médicament et qu'on le prescrit correctement, la deuxième chose à laquelle on fait attention, évidemment, c'est de ne pas associer plusieurs médicaments qui seraient toxiques sur les reins, parce que là, on augmente le risque, on essaye d'éviter ces situations. Mais pour le patient lui-même, on va dire que probablement, ce qu'il faut, c'est garder un état d'hydratation correct. Et souvent, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans la prise en charge des cancers, c'est qu'on fait des chimiothérapies en hôpital de jour, puis on rentre chez soi. Et parfois, on est malade chez soi, on vomit chez soi, si on ne peut pas s'hydrater correctement, manger correctement, boire correctement, parfois ça va favoriser la toxicité de certains médicaments. Donc le fait d'avoir une bonne hydratation est certainement un élément qui va diminuer le risque de toxicité du médicament. Alors à propos de l'endométriose, en effet, on peut se demander si l'endométriose peut avoir un lien avec les reins. C'est très rare, mais c'est possible. L'endométriose est une maladie compliquée, qui évidemment va avoir, je ne suis pas une spécialiste de l'endométriose, mais la localisation est principalement dans l'appareil génital, l'utérus, le pelvis, le bassin. Et donc du coup, il est possible qu'il y ait des localisations de l'endométriose dans la vessie, dans l'urtère. Alors souvent, si ça arrive, ce qui va se passer, c'est que de façon assez discrète d'ailleurs, avec parfois peu de symptômes, ça va avoir un impact sur l'élimination des urines et ça peut éventuellement avoir un impact sur la fonction rénale. Mais ça reste quand même malgré tout sans doute très rare, et peut-être qu'on n'y pense peut-être pas assez souvent, mais c'est des pathologies assez rares. En fait, notre organisme a été conçu pour s'adapter aux conditions dans lesquelles on vit. Donc, quel que soit l'état d'hydratation, le corps va s'adapter, et vous avez bien certainement constaté que quand vous allez dans un endroit chaud, vous allez uriner plus concentré, vos urines vont être plus foncées. Donc, les reins sont des organes qui ont une énorme capacité d'adaptation pour à chaque fois s'adapter à la température et éventuellement réabsorber l'eau qu'on n'a pas besoin d'éliminer si le corps a besoin de la conserver. Donc on peut faire confiance à nos reins, on peut faire confiance à notre soif, qui est aussi très finement régulée pour nous indiquer quand on a besoin de boire. Il y a des situations quand même, néanmoins, dans lesquelles la soif est moins performante, et ça concerne principalement nos aînés. Les personnes âgées, très âgées souvent, perdent la sensation de soif. Et donc, c'est peut-être dans ces situations-là qu'il va falloir
stimuler un petit peu les personnes âgées pour boire davantage, pour pas qu'elles se déshydratent, surtout quand il fait chaud. Mais autrement, on peut faire confiance à son corps. Et quand on n'a pas de pathologie particulière, on n'a pas besoin de boire des litres et des litres en plus. Par contre, si on a tendance à faire des calculs dans les reins, si on a tendance à faire des infections urinaires, on peut avoir besoin de diluer davantage les urines. Et à ce moment-là, ça peut être une prescription médicale que de proposer de boire davantage. La dialyse, c'est un mot qui explique qu'on a trouvé une solution pour remplacer une partie des fonctions du rein. Et notamment pour pouvoir éliminer cette fonction d'élimination d'un certain nombre de produits, de déchets de l'organisme. Eh bien, la machine de dialyse, le moniteur de dialyse est capable de le faire. Alors, comment on peut faire ça? Il y a plusieurs moyens. Il y en a deux principalement pour l'instant. Soit on parle d'hémodialyse, et donc là, évidemment, je ne rentre pas dans les aspects techniques, mais il y a des formes de dialyse différentes. Mais l'idée principale, c'est qu'on va avoir à faire passer le sang de l'organisme dans différentes tuyauteries et dans ce qu'on appelle le rein artificiel. Le sang va passer d'un côté d'une membrane, un liquide va passer de l'autre côté, et toutes les molécules dont on n'a pas besoin vont traverser la membrane. Et donc évidemment pour ça, il faut une machine qui reste encore assez imposante, qui prend quand même plusieurs heures pour faire ce travail, en général plutôt entre 3 et 4 heures, 3 fois par semaine. Et donc la plupart du temps, ça se passe dans un centre où on va se rendre 3 fois par semaine, se brancher avec une perfusion à une machine et attendre que ça se passe, attendre que la séance se fasse. Et donc ça prend du temps. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi la possibilité, bien sûr, de se dialyser à la maison avec ces méthodes d'hémodialyse, puisqu'on a des machines qui sont plus petites, qui peuvent s'installer à la maison plus facilement, avec lesquelles on peut même éventuellement voyager, partir en vacances. Donc on recommence à avoir des solutions qui se développent de façon assez confortable pour être traitées chez soi. L'autre grande manière de remplacer la fonction des reins, c'est d'utiliser finalement le péritoine. Le péritoine, c'est une membrane qui entoure notre tube digestif et qui est très fine, avec beaucoup de petits vaisseaux dessus. Et à ce moment-là, le chirurgien va installer un petit cathéter, un petit tuyau dans le ventre, et on va pouvoir connecter une ou plusieurs fois par jour des grosses poches d'un liquide spécifique chauffé, qui va être infusé tranquillement dans le ventre. On va mettre 2 ou 3 litres, 2,5 litres la plupart du temps, ou 2 litres dans l'abdomen. Donc ça, c'est indolore, c'est tiède, ça ne dérange pas. Et le fait de mettre du liquide au contact de cette membrane péritonéale va avoir le même type d'effet que dans le rein au niveau de l'hémodialyse, c'est-à-dire qu'un certain nombre de molécules dont l'organisme veut se débarrasser et de l'eau vont pouvoir être éliminées par ce biais. On va rentrer du liquide dans le ventre, puis ensuite drainer le liquide et jeter le liquide à l'extérieur. Ça, c'est une méthode qu'on fait principalement à la maison et qui peut se faire dans la journée ou la nuit. Il y a différentes manières de faire, là aussi, mais c'est une méthode qui n'utilise pas l'accès au sang, puisqu'on va simplement, entre guillemets, mettre du liquide dans le ventre et on ne touche pas aux artères, il n'y a pas de circulation du sang à l'extérieur du corps. Alors pourquoi c'est normal de prendre du poids quand on a besoin de dialyse? Quand les reins ne marchent plus, souvent on va arrêter de faire pipi. Donc les reins ne vont plus être capables de fabriquer de l'urine. C'est pas vrai pour tout le monde, c'est vrai pour une majorité du patient. Quand on est traité par dialyse, souvent on fait très peu d'urine par jour ou plus du tout. Ce qui veut dire que le traitement par la dialyse va avoir à éliminer tout l'eau et le sel qui nous est apporté par l'alimentation et les boissons. Donc c'est très simple, c'est un problème de robinet, comme quand on était à l'école. Tout ce qui rentre doit sortir. Quand on boit de l'eau et qu'on mange du sel, on perd évidemment un petit peu de sel en transpirant, un petit peu d'eau en transpirant, on en perd un petit peu dans les selles, mais la grande majorité de l'élimination de l'eau et du sel, c'est dans les urines. Donc s'il n'y a plus d'urine, c'est la machine de dialyse qui devra éliminer cette eau et ce sel. Et donc la grosse difficulté, c'est que nos machines sont excessivement performantes. Les machines peuvent vous enlever 10 kg en 3 heures, 10 kg d'eau en 3 heures. Mais votre cœur se fatigue avec des changements de poids aussi importants, avec des changements qu'on appelle hémodynamiques, c'est-à-dire des baisses de pression artérielle. Il va se passer des tas de choses dans le corps quand on enlève de l'eau et du sel de manière aussi brutale ou de manière aussi importante. Et donc on essaye de limiter le plus possible la quantité d'eau et de sel qu'on va enlever à chaque séance de dialyse. Et c'est pour ça que c'est aussi contraignant d'être dialysé quand on urine. Pas du tout, parce qu'il va falloir limiter les apports en eau et en sel
c'est vrai que depuis des années, la dialyse nécessite du temps et on n'a pas beaucoup diminué en fait la durée de dialyse. Peut-être ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a de nouvelles approches et de nouvelles techniques de dialyse, notamment avec la dialyse quotidienne. Donc on peut maintenant, avec des machines qui sont d'un plus petit format et qui peuvent s'installer à la maison, proposer de faire des séances tous les jours. Donc on ne va pas faire moins de dialyse, mais on va faire différemment la dialyse. Au lieu de consacrer 3 demi-journées par semaine à faire son traitement dans un centre ou même chez soi, on va faire des séances un peu plus courtes, mais tous les jours. Et donc, pour certaines personnes, c'est aussi très satisfaisant parce qu'elles se sentent souvent en très bonne forme avec cette dialyse quotidienne. Alors, on va faire que 2h30 de dialyse chaque jour, mais peut-être qu'on va l'intégrer dans sa soirée devant la télé ou quand on est en train de lire après dîner, et que du coup, ça va moins impacter sur les activités du quotidien. Donc, en fait, on ne peut pas dire pour l'instant, malheureusement, qu'on ait des techniques qui diminuent vraiment de façon importante la durée du traitement, mais on a différentes options et on essaye de les adapter le mieux possible à la vie des gens pour que ça puisse correspondre le mieux possible à leurs contraintes, à leurs envies, à leurs choix professionnels ou à leurs choix personnels. Quelles sont les alternatives qu'on peut imaginer à la dialyse? Alors quand les reins ne marchent plus, soit on peut bénéficier d'une transplantation, soit on est traité par une des deux méthodes de dialyse, celle qui se concentre sur l'épuration du sang, l'hémodialyse, celle qui utilise le péritoine pour épurer le corps, et donc c'est la dialyse péritonéale. Mais il y a une autre façon de faire qui concerne souvent les patients les plus âgés, qui peut être de se satisfaire d'une très petite fonction rénale, de très peu de fonction rénale. Et pourquoi on réserve cette approche à des sujets âgés? C'est parce que quand on a 85, 90 ans, parfois 95 ans, l'intention n'est pas tellement de prolonger la vie de manière... on ne va pas prolonger la vie de manière indéfinie de toute façon. Donc, ce qui devient primordial pour des gens très âgés parfois, c'est de privilégier la qualité de vie. Et donc, dans cette discussion qu'on est amené à avoir avec des personnes assez âgées chez qui on a une problématique de fonction rénale, c'est que parfois, les gens très âgés n'ont pas envie de rentrer dans ces... Ils ne peuvent pas avoir accès à la greffe, ils sont trop âgés. Et donc, les alternatives seraient d'aller dans un centre de dialyse ou de faire de la dialyse, hémodialyse ou dialyse péritonéale à la maison. Et ça, souvent, ça leur paraît trop lourd, trop de contraintes, trop fatigant. Ça impacte trop sur leur qualité de vie. Et donc, ce qu'on essaye de proposer dans ce cas, c'est de se satisfaire comme on peut d'un petit niveau de fonction rénale. Les reins ne marchent qu'à 10%, 5%, 8%. Et on va essayer de faire tout ce qu'on peut avec les médicaments, la nutrition, pour essayer de faire en sorte que les patients n'aient pas de symptômes de leur insuffisance rénale et que ce soit confortable pour eux. Alors, on a démontré dans un certain nombre d'études que, à partir d'un certain âge, c'est des sujets très âgés, le fait de les dialyser n'augmenterait pas leur durée de vie. Donc vraiment, ce qui compte à ce moment-là, c'est d'essayer de décider avec les personnes concernées et leurs familles quel est leur choix pour augmenter leur qualité de vie. Et beaucoup de gens à cet âge-là nous demandent plutôt d'essayer de gérer les symptômes, de leur laisser leur disponibilité, de ne pas les emmener dans un centre de dialyse 3 fois par semaine, les séparer de leur conjoint qui est âgé et qui a besoin d'eux à la maison, mais plutôt d'essayer de faire un traitement médical de la dialyse, de l'insuffisance rénale, en essayant d'optimiser les médicaments, et puis de ne pas rentrer dans des traitements lourds comme la dialyse dont ils n'ont pas envie. Alors le rôle des équipes médicales à ce moment-là, c'est évidemment pas du tout un abandon, au contraire, c'est de continuer à avoir les gens en consultation et d'essayer de faire tout ce qui est possible pour adapter les traitements le mieux possible, adapter la nutrition le mieux possible et traiter les symptômes. Donc ça nécessite que les patients soient vus en consultation, qu'on s'occupe bien d'eux et qu'on les accompagne le mieux possible avec cette insuffisance rénale. Une autre manière de remplacer la fonction des reins, bien sûr, c'est la greffe. La greffe, on a l'habitude de considérer que c'est vraiment le meilleur traitement. C'est souvent, quand ça se passe bien, ce qui est la majorité des situations, un traitement qui permet de vivre le plus normalement possible. Le chirurgien va implanter un organe, un rein, un seul rein, dans l'abdomen, plutôt dans cette région-là du corps. La plupart du temps, on n'enlève pas les reins malades, qui ont tendance à devenir, dans la majorité des situations, tout petits, donc ils ne vont pas être gênants.
Dans certaines maladies où ça peut être différent, notamment dans la polykystose rénale, où on a dit que les reins pouvaient devenir très gros, mais dans l'immense majorité des cas, on n'a pas besoin d'enlever les reins. On en rajoute un troisième, qui est celui du donneur. Ce donneur, il peut être issu d'une liste de donneurs cadavériques, des gens qui sont en état de mort cérébrale, ou bien ça peut être un donneur apparenté ou non apparenté, quelqu'un de vivant, qui est un proche ou quelqu'un de la famille, à qui on va prélever l'un de ces deux reins pour le donner à celui qui en a besoin. Et une fois qu'on a reçu cet organe, que la chirurgie est faite, pour ne pas rejeter cet organe, comme dans toutes les greffes, on va avoir besoin d'un traitement immunosuppresseur. Ce traitement immunosuppresseur, il comporte souvent un ou plusieurs médicaments, la plupart du temps plusieurs médicaments, qui doivent être pris régulièrement pendant toute la durée de la greffe. On ne peut jamais les arrêter, sinon on risque de faire un rejet. Et ces médicaments peuvent avoir un certain nombre d'effets secondaires, raison pour laquelle il faut être suivi par l'équipe de façon assez précise. Au début de la greffe, souvent, on est assez souvent en consultation pour vérifier que tout va bien. Quand tout se passe bien, on espace les consultations petit à petit, mais on va quand même avoir besoin d'un suivi médical. Mais entre les consultations, quand tout se passe bien, c'est vraiment avec la transplantation qu'on va avoir la meilleure qualité de vie parce qu'on va restaurer une fonction rénale qui va à la fois quantitativement être proche de la normale, et puis comme on a greffé un rein, on va aussi restaurer l'ensemble de toutes les fonctions du rein. C'est-à-dire pas seulement la fonction d'épuration, qui peut être remplacée par une machine, par le rein artificiel, mais aussi la sécrétion hormonale d'érythropoïétine, la sécrétion de vitamine D, tous les autres rôles du rein, évidemment, vont être remplacés par le rein greffé. Et donc c'est pour ça que c'est aussi une solution bien plus satisfaisante que les solutions de dialyse. Néanmoins, bien entendu, tout le monde ne peut pas bénéficier d'une transplantation rénale. Il peut y avoir plein de contre-indications. On peut être trop âgé pour la greffe. À partir d'un certain âge, et ça dépend des équipes, ça dépend du contexte, ça dépend des comorbidités, des maladies des gens, de leur état de santé général, à partir de 70 ans, à partir de 75 ans, ça peut être vraiment problématique et à ce moment-là, on peut avoir plus de risques que de bénéfices à faire une greffe et donc ça peut être déconseillé. Et puis il y a plein de raisons médicales pour lesquelles on peut ne pas pouvoir faire une transplantation malheureusement. Donc certaines personnes n'auront sans doute jamais accès à la greffe rénale pour des raisons médicales. Quels sont les éléments majeurs pour réaliser une greffe de rein? D'abord, il faut trouver un donneur. Et en France, on peut recourir à un donneur connu de la famille ou des proches. Probablement qu'on recourt peut-être moins que dans d'autres pays à cette solution et peut-être qu'il faudrait développer cette solution, ce qui veut dire informer le grand public, les familles. Le deuxième élément, c'est que pour pouvoir prendre un rein à une personne vivante, il faut être absolument certain que sa fonction rénale est parfaitement normale et qu'elle n'a pas de pathologie ou de facteur de risque qui pourrait lui conduire cette personne à perdre sa fonction rénale. Donc, dans ce cas-là, ce ne serait pas une bonne idée de lui enlever un rein. Donc tout ça, évidemment, veut dire qu'il faut faire tout un bilan, tout un tas d'examens pour savoir si cette personne est un candidat possible pour donner un rein. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la compatibilité. Et donc là aussi, il y a des examens assez sophistiqués pour faire en sorte que les cellules du donneur ressemblent le plus possible aux cellules du receveur, et en tout cas, que le receveur n'ait pas développé des anticorps dans sa vie contre certains marqueurs tissulaires du donneur, ce qui conduirait à davantage de risques de rejet. Et ça, c'est vrai pour les donneurs apparentés, vivants, les proches ou les gens de la famille. C'est aussi vrai pour les donneurs sur une liste de patients en état de mort cérébrale. Alors la recherche concernant l'insuffisance rénale porte évidemment sur l'idée de pouvoir remplacer la fonction des reins autrement que par la greffe. Alors on rêverait d'avoir un rein, une petite machine qu'on pourrait implanter. Honnêtement, aujourd'hui, ça n'existe pas, même si beaucoup d'équipes y travaillent. Et à ce propos, il faut se méfier de ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui, c'est-à-dire ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans un certain nombre de médias, majoritairement sur Internet. Je dis ça parce que très récemment, en effet, il y a eu une annonce qui disait qu'on avait mis au point un micro-rein implantable et en fait, c'est pas vrai, donc ça donne de l'espoir à des tas de gens pour rien. Donc aujourd'hui, on travaille vers ces solutions, on n'a pas encore tout à fait répondu techniquement à toutes les conditions pour pouvoir avoir un mini-rein qu'on va implanter qui va faire le travail de la machine de dialyse.
Aux cultures de cellules, aux cellules souches, là aussi, c'est un champ d'exploration, évidemment, sur lequel beaucoup de chercheurs travaillent. Malheureusement, on n'a pas encore d'espoir que ces solutions-là soient opérationnelles très très vite. Quant à fabriquer un rein avec son imprimante 3D, il y a aussi des travaux, pas simplement dans le champ de la néphrologie, d'ailleurs dans d'autres champs, il y a des travaux dans ce domaine-là. Probablement que ça arrivera plus vite qu'on l'imagine, c'est pas opérationnel non plus à l'heure actuelle. Donc le champ de la recherche en néphrologie est très actif, beaucoup d'excellentes choses qui sont en gestation. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'a pas encore, ni aujourd'hui, ni demain, à très brève échéance, des options vraiment très très innovantes qui sont presque en nos mains. Mais ça va arriver. Dans les maladies rénales, on a absolument besoin d'avancer avec ce que nous disent les patients. On n'a pas assez pris en considération ces éléments de vie quotidienne avec la maladie. Et aujourd'hui, dans la recherche, on ne conçoit plus la recherche sans intégrer à nos préoccupations des patients pour pouvoir choisir ensemble quels sont les objectifs de la recherche. Comment est-ce qu'on veut améliorer le quotidien avec la maladie rénale? On veut intégrer les perspectives des patients et des proches dans nos préoccupations et nos questions de recherche. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des personnes qui sont disponibles et disposées à donner des informations, répondre à des questionnaires, participer à des études. À la fois pour qu'on puisse davantage savoir quelles sont les priorités des patients, quelles sont les priorités des proches, des personnes qui vivent avec la maladie rénale, en quoi on pourrait améliorer les conditions de vie avec la maladie, en quoi on pourrait améliorer les traitements, comment on pourrait faciliter le quotidien. Donc vraiment avoir davantage de collaboration entre les patients et les soignants, ça permet d'avoir une recherche de meilleure qualité, de répondre davantage aux préoccupations des patients et de faire avancer la recherche comme on a envie de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire tous ensemble.